Bonsoir, je m'appelle Daria Layola, je représente le centre de la communauté géographique russe en France. Donc, oui, aujourd'hui, nous avons ce centre chez nous. C'est en fait une représentation de l'une des associations géographiques les plus anciennes. La plus ancienne, comme vous le savez, se trouve en France. Et cette année, elle va fêter ses 200 ans. Pour nous, c'est un grand honneur et le plaisir d'avoir finalement cette représentation en France. Notre objectif, c'est de promouvoir les informations sur la recherche géographique, sur les activités de notre association parmi les Français. Le projet dont on parle aujourd'hui, c'est justement quelque chose qui répond à nos objectifs parce qu'il a réuni plusieurs acteurs importants. Premièrement, la Fondation Cousteau, dirigée par Madame Francine Cousteau. Pour nous, c'est un grand honneur de collaborer avec cette fondation et avec Madame Cousteau personnellement. Le nom de Cousteau a une valeur toute particulière en Russie. C'est le nom qui représente la France pour tous les voyageurs, tous les géographes russes. Notre partenaire principal à Paris, c'est la Maison russe de la science et de la culture, avec qui nous avons déjà lancé tout un nombre de projets. La semaine dernière, nous avons organisé une dictée géographique, une sorte de quiz pour vérifier les connaissances sur la géographie russe. Cette année, un tiers des participants, c'était des Français. Donc, ils ont écrit cette dictée en français, en langue française, avec beaucoup de succès d'ailleurs. L'autre partenaire, c'est l'association Le Dialogue franco-russe. Irina Dubois, l'auteur de ce projet, et nous sommes très reconnaissants à elle-même. Merci de nous avoir permis d'y participer. Donc, nous espérons entendre aujourd'hui le membre de notre association géographique, notre océanographe. Et comme ça, nous pourrons donc apporter une petite partie de l'association géographique russe à ce projet. Inscrivez-vous à notre page Facebook. Nous allons partager les informations sur tous nos projets au sein de la Maison russe de la science et de la culture. Merci. Je voudrais vous rappeler que ce soir, nous n'avons pas seulement cette conférence en présentiel dans cette salle, elle est aussi diffusée sur le Zoom. Donc, nous travaillons dans un format hybride et ça me fait plaisir qu'il y a eu un grand nombre de personnes intéressées. Notamment, il y a une école à Saint-Pétersbourg qui porte le nom de Jacques-Yves Cousteau qui est avec nous ce soir. Et le deuxième point que je voudrais souligner relatif à cette soirée, c'est l'anniversaire de 25 ans. Donc, nous fêtons 25 ans depuis que le lac Baïkal a été inscrit sur la liste de l'héritage international de l'UNESCO. Et donc, je voudrais donner la parole justement à la représentant de l'UNESCO, le chef par intérim de l'unité d'Europe et d'Amérique du Nord. Irène Kaki, à vous la parole. Merci. Monsieur le directeur du centre, Madame Cousteau, Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour moi, c'est un grand honneur de dire quelques mots d'introduction à cette soirée dédiée à l'anniversaire 25 ans de l'inclusion du lac Baïkal sur la liste de l'héritage mondial de l'UNESCO. Alors, je n'ai pas encore eu la chance de me rendre au lac Baïkal, mais le film que nous allons voir ce soir, je suis sûre que le Baïkal sera représenté en toute sa splendeur. Si je dois expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas très bien l'agenda du le programme du Centre du patrimoine mondial, par exemple aux écoliers, ce que c'est qu'un objet naturel de l'héritage mondial, alors le lac Baïkal, c'est la première chose qui vient à l'esprit comme un exemple d'un site naturel qui a vraiment une valeur unique. C'est quelque chose unique dans son genre et notre devoir commun est de le préserver pour les générations futures. Le lac Baïkal est un lac le plus ancien et le plus profond au monde
qui comprend 25% de toutes les réserves de l'eau douce. Son âge et son isolement a fait que ce lac ressemble à une faune parmi les plus uniques au monde, qui a aussi une valeur toute particulière pour les sciences naturelles, les sciences de l'évolution. Le lac est aussi particulièrement pittoresque. Pour toutes ces raisons, en 1996, le lac Baïkal a été inscrit sur la liste de l'héritage mondial de l'UNESCO. Дамы и господа, l'importance que les autorités russes, au plus haut niveau, attachent à la sauvegarde du lac Baïkal. Cependant, la conservation du lac Baïkal reste un défi. La pollution de l'eau, la prolifération des constructions illégales, des changements dans les fluctuations autorisées au niveau de l'eau, les pressions du tourisme non durable, ainsi que l'augmentation des problèmes liés aux incendies des forêts, potentiellement liés au changement climatique, nous préoccupent. Actuellement, le Centre du patrimoine mondial est en discussion avec les autorités russes et avec l'Union internationale pour la conservation de la nature afin d'organiser l'année prochaine une mission de suivi réactif sur les sites pour évaluer ces différentes menaces. Mais pour réussir, il faudra que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour sauver le lac Baïkal. Les autorités, les communautés locales, la société civile, ainsi que des chercheurs et des scientifiques qui sont des nôtres à cet événement. Pour sa part, l'UNESCO ne ménagerait aucun effort afin de s'assurer que la valeur universelle exceptionnelle du lac Baïkal est non seulement maintenue dans le temps, mais renforcée. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Madame Kaké. Поскольку тоже в свое время занимался ЮНЕСКО, не могу... Moi aussi, je travaillais à l'UNESCO près de 6 ans et donc j'ai le plaisir tout particulier de noter que la Russie fait également partie des pays qui a donc grand nombre d'objets classés au patrimoine UNESCO. Je pense qu'on est à la 9e place, donc on a plus d'une trentaine d'objets sur 1000 sites naturels classés patrimoine mondial. Bon, on ne va pas plus tarder. Je pense que tout le monde a hâte de voir le film qui est vraiment extraordinaire. Donc, je vous invite de prendre ce voyage ensemble avec le grand commandant. Très bon film. Aux confins de la Russie et de la Chine se cache un paradoxe vivant. Le plus ancien, le plus pur, le plus grand, le plus mystérieux lac du monde, le Baïkal. L'équipe Cousteau va utiliser tous les moyens d'exploration disponibles pour comprendre comment cette énigme, au cœur de la Sibérie, peut défier le bon sens depuis la nuit des temps. Baïkal est vieux de 25 millions d'années. Il devrait être mort. Il grouille de vie. Les sédiments arrachés à ses rives devraient l'avoir comblé. Il s'agrandit de 2,5 cm par an. Ces murailles abruptes devraient le rendre maudit des hommes. À chaque pas, c'est la tendresse qui chante le miracle de la vie. Ces bastions menaçants révèlent un peuple de mutants, les Nerpas, dont les ancêtres les plus certains jouaient dans l'océan Arctique tertiaire avant les glaciations. Pourquoi sont-ils là? Comment se sont-ils adaptés? Et avec eux les 1400 espèces endémiques qui hantent les 37 îles du lac? Au pied des forêts de cèdres de Sibérie, Baïkal est enchâssé dans les contreforts de l'Himalaya. 5 siècles avant notre ère, l'eau sacrée a été découverte par les premiers hommes venus de la lointaine Turquie à travers toute la Mongolie.
336 cours d'eau alimentent le lac, créant sur son pourtour de vastes zones de reproduction pour la faune et des cachettes inviolées pour ses plantes et animaux. Et pour les hommes, est-ce l'exil ou un dernier refuge encore protégé de la frénésie du monde? Baïkal est-il un sarcophage vivant ou une mer promise à nos enfants? Prise à son charme dangereux, l'équipe Cousteau va découvrir la mémoire et l'avenir du miroir dans la profondeur de ses reflets. Le commandant Cousteau a écrit « L'invention du scaphandre autonome et ma passion de la caméra m'ont permis de découvrir et de faire connaître la symphonie fragile du monde sous-marin. Très vite, ma curiosité m'a permis d'écouter et de comprendre l'eau multiforme. J'ai entendu le babil des rivières naissantes et l'étreinte assourdissante des fleuves embrassant les océans. J'ai accueilli le dernier souffle des rivages agonisants et j'ai enfin levé les yeux vers les peuples de l'eau, mes frères. J'ai compris l'indissoluble lien entre l'eau et la vie et ma mission, me battre pour la vie et les générations qui viennent. Demain, je veux que les droits de ceux qui nous succéderont soient inscrits dans les devoirs de ceux qui existent. Si par mon œuvre j'ai pu permettre à nos enfants et à ceux qui ne sont pas encore nés de vivre dignement dans la symphonie du monde, j'aurai rempli ma mission. À la frontière de la Russie et de la Mongolie, l'équipe Cousteau est mise au défi par une des expéditions les plus audacieuses jamais entreprises, l'exploration du lac Baïkal. La Sibérie, au cœur de l'hiver, ce n'est pas un pays, c'est une force de la nature, un géant prêt à vous broyer. Au milieu des congères, le convoi roule sur ce lac de 588 000 km² emportant 3 tonnes de matériel et de ravitaillement. Une organisation exceptionnelle et la collaboration très efficace des Russes ont été nécessaires pour entreprendre cet exploit. L'expérience de Pacha, le chauffeur guidé par un véhicule pilote léger, permettra de déjouer tous les pièges de Baïkal, cet ogre si séduisant. En raison de violents courants, des failles se créent à la surface. Ces sillons, couleur de paradis, sont les portes de l'enfer, des pièges mortels pour les imprudents. Cette cassure coupe l'axe principal, obligeant les camions à un long détour. Aidés de leurs collègues russes, les explorateurs vont défier le manteau de glace épais de 80 cm à 1 mètre et si dur que presque 2 heures de travail acharné seront nécessaires pour creuser une ouverture de 2 mètres carrés.
On imagine ce qu'a été au début du siècle le travail des milliers d'ouvriers qui ont posé sur le lac, pendant la guerre de Mandchourie, une ligne de chemin de fer pour faire traverser les armées. L'approche de l'eau par les failles naturelles est très dangereuse, car les bords sont fragiles. L'équipe doit donc aménager son propre puits de plongée pour éviter les accidents. Ayant réussi à dégager une ouverture, il faut se hâter de l'utiliser avant qu'elle ne se referme. Sur la patinoire, Bertrand Sillon, le chef de mission, regroupe le matériel pendant que Franck Lemelec aide Grégoire Koulbanis. Roberto Rinaldi, le photographe, est prêt à rejoindre Didier Noireau, le caméraman sous-marin. Il fait moins 30. Quand le vent fou, le sarma, rugit jusqu'à 100 km/h, la température peut descendre bien plus bas. Pas question de souffler dans les embouts sans les avoir ébouillantés. Ils givreraient instantanément, tout comme les masques. L'hiver en Sibérie a mauvaise réputation. Une réputation de mangeur d'hommes. Et le Baïkal en a englouti plus d'un. Baïkal s'est formé dans une faille au lieu de rencontre de deux plaques tectoniques il y a 25 millions d'années. Cette masse d'eau en mouvement perpétuel est secouée par plus de 2000 séismes de faible intensité chaque année. Cette eau est si pure que c'est presque de l'eau distillée. La visibilité est de 40 mètres et la lumière pénètre jusqu'à 100 mètres permettant de plonger sans fil d'Ariane, comme dans un rêve. Nous voici à l'intérieur du miroir. Enfin, nous savons où naissent les reflets, le berceau des nacres satinés, les 1000 facettes qui nous volent nos images et nous les rendent après les avoir embrassées. Nous naviguons dans l'eau de glace comme dans le regard profond et pur d'un enfant sérieux. Dans la mémoire du lac, prisonnière du cristal, nous lisons sa vie comme dans un film au ralenti. Au fil des rasoirs, je glisse vers l'abysse, sur le lys, alors que bruissent les prémices qui m'avertissent du concert des esprits réunis en coulisses. Dans le vertige du miroir sans teint, les deux côtés d'une même vérité se répondent. Ici, il n'y a pas de pesanteur, pas de haut et pas de bas. Il y a juste un rayon de ciel prisonnier d'un fantasme. Après 25 millions d'années, Baïkal est le seul survivant des grands lacs de son âge, comme un cadeau de la préhistoire gardé en secret pour les générations futures. Pendant ce temps, les pêcheurs s'organisent. L'hiver, ils tirent leur campement au milieu du lac.
Cet abri sommaire chauffé au feu de bois les protège du blizzard et du froid. Par des trous préalablement creusés, ils remontent chaque jour leur filet long de 70 mètres. Grigory a 38 ans. Il pêche depuis 5 ans. Il envoie ses filets par 150 mètres de fond pour prendre l'omoule, un salmonidé de 30 cm qui peut atteindre 3 kg et vit en banc. C'est une activité traditionnelle que les hommes exercent au péril de leur vie. En hiver, les accidents sont nombreux. Les pêcheurs prélèvent leur tribut, mais le Baïkal prend le sien. L'hiver suivant, Grigory sera englouti. Tous ces risques pour sortir 15 kilos de moules par jour. Pour les plongeurs de Cousteau encore sous le charme, c'est la fin de cette épopée sous la glace qui a permis de percer les premiers secrets du lac nourricier. 50 000 tonnes de moules sont arrachées chaque année au lac. Leur chair est délicieuse. Les Russes les considèrent comme une manne. C'est la fin des 6 mois d'hiver. La fête bat son plein dans le village de Taltsi, au bord du fleuve Angara. Les 130 000 habitants qui vivent près du Baïkal font exploser leur joie d'être enfin délivrés de l'ogre blanc. Les fêtes folkloriques ont résisté à tous les régimes, à tous les tabous. Elles sont le ciment de la conscience nationale, le lien de la continuité entre les générations. La parade va débuter en portant vers le bûcher la Dame des Neiges. La Sibérie brûle Madame Hiver. Les équipiers Cousteau embarquent sur le bateau de l'Institut de limnologie d'Irkoutsk les vivres et le matériel nécessaire à l'exploration du Baïkal, enfin rendu libre à la navigation. Il a fallu louer le plus gros bateau de l'Institut, le Ulan-Ude, le seul à pouvoir accueillir en même temps les équipes de plongée, les équipes terrestres, les scientifiques, les guides, les interprètes, les médecins et les cinéastes, en tout 16 personnes et tout leur matériel. Ulan-Ude va leur servir de base pendant 2 mois. La plupart des rives étant inaccessibles par la route et la majorité des opérations ayant lieu au milieu du lac, il est nécessaire de prévoir l'autonomie du navire et un logement décent pour les équipes qui vont être à nouveau soumises à un traitement de sportifs de l'extrême. 2 instituts sont installés au bord du lac pour l'étudier. Celui d'Irkoutsk emploie 50 personnes qui nous apporteront l'aide scientifique et logistique pendant toute la mission. Ce très gros bateau est aussi nécessaire pour prévoir les coups durs. Baïkal, avec son air tranquille, pique des colères aussi brutales que gigantesques et peut tout à coup se hérisser de vagues de 5 mètres. La nymphe Calypso ayant définitivement marqué son territoire, le voyage commence. François Sarano, Bernard Bidot, François Caclar et Didier Noirot ont assimilé toute l'histoire de Baïkal. Mais comme Franck Lemellec et Marc Larrivé, ils n'oublient pas ce que leur disait Cousteau. « Si je savais ce que je vais trouver, je n'irais pas. » Place à la découverte. Ulan-Ude ralentit ses moteurs en arrivant au milieu du lac, en vue du Vereshchagin, un autre bateau de l'Institut. Bernard Delmotte, le chef plongeur, et François Sarano ont rendez-vous avec des scientifiques russes et belges qui préparent une expérience encore jamais réalisée sur le lac Baïkal.
Bonjour. Ça va, vous avez largué? Pas encore? Pour la première fois, un sondeur équipé de NAS va tenter de remonter des échantillons vivants du fond du lac. Gauthier Chapelle, le biologiste belge, explique les modalités de l'expérience. C'est la distance, ça? La profondeur du lac? C'est pas la profondeur, c'est la distance justement. Comme on est quasi à la verticale, c'est un petit peu plus que la profondeur. 1640, 1600. 1640 mètres. 1640. Impressionnant. 1640 mètres. C'est le lac le plus profond du monde et il continue de se creuser de 7 mm par an. Raymond Amadio a préparé les caméras pour les plongeurs restés à bord de notre bateau. Les combinaisons sont les mêmes que celles utilisées en hiver. En effet, la température de l'eau ne varie que de quelques degrés selon la saison. J'entends un débit continu. Cette équipe va-t-elle pouvoir observer la remontée du fond des fameux poissons cannibales qui vivent à plus d'1,5 km sous la surface? Malgré les contraintes de leur équipement, les hommes sont impatients. Un long filin chargé de gueuses a été envoyé au fond du lac avec des nasses pour tenter de piéger la vie. Vers moins 30 mètres, nos plongeurs trouvent l'équipement qui remonte très lentement, mais ne peuvent encore distinguer ce que contiennent les nasses. Attention, 10 secondes. 10 secondes. À la surface, le suspense s'installe. C'est l'attente des grands jours. Pour les biologistes russes et leurs collègues belges, l'opération de remontée des nasses doit s'effectuer avec beaucoup de précautions afin de leur garantir que les échantillons prélevés à des pressions de 150 atmosphères arriveront intacts. Jusque-là, les poissons ont explosé en arrivant à la surface par différence de pression. Là, il y en a plein. Regarde. Celle de Ravel, là, il y en a plein. Ah ouais, là. Oh là 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 là. Putain, il y a une grosse là. Oui. On ouvre partout. La patience des scientifiques sera bientôt récompensée. Ah oui, il y a les poissons. Oui. Le coteau comme effort est un cas. Dépourvu d'écailles, presque transparent, constitué de graisse pure, il dévore ses enfants, 50% de sa descendance exactement. C'est la première fois que l'on peut rencontrer vivant ce phénomène. Le coteau comme effort est un mutant venu de la préhistoire qui s'est adapté pour survivre. C'est assez unique ça, un lac avec une vie aussi profonde. Oui, absolument. Oui. Mais normalement, il n'y a pas de vie en dessous de 200 mètres de profondeur parce qu'il n'y a pas d'oxygène en dessous de 200 mètres de profondeur. Ici, dans le lac, il y a de l'oxygène jusqu'au fond et donc il y a de la vie jusqu'à 1600 mètres de fond. C'est ce que vont constater les plongeurs. Non seulement le lac est vivant, mais le miroir en été a un tout autre aspect. L'absence de sédiments lui donne un air si jeune. La forêt d'algues paraît toute neuve, comme si le temps n'avait aucune prise sur le Baïkal. Il existe 1085 espèces d'algues et 50 espèces de poissons, comme ce brochet qui s'enfuit à l'approche des inconnus. Avec 23 000 km3, Baïkal contient le 5e des réserves d'eau douce de la planète. Il pourrait se remplir à lui tout seul de toute l'eau des 5 grands lacs nord-américains. Entre 5 et 20 mètres, les éponges d'eau douce arborescentes, les Lubomirskia, se dressent vers la lumière.
Elles ne croissent que d'1 mètre par siècle et on les trouve jusqu'à 700 mètres de fond. Les Russes disent que le lac est habité par le dieu Sourchan qui dort au fond de l'eau. L'expédition nous réserve encore bien des surprises. Oulan-Oudé croise au large de la Bouriatie sur la côte ouest du Baïkal. Le lac est une banque de gènes. 80% des espèces n'existent nulle part ailleurs. Chaque jour, les plongeurs partent faire de nouvelles observations. Jusqu'au Quaternaire, la Sibérie jouissait d'un climat tropical. Chassés vers le sud par l'avancée des grandes glaciations, de nombreux animaux ont trouvé refuge dans le lac. Le Zodiac approche des îles Oushkani. Leurs côtes hostiles servent de refuge à un mutant, le Nerpa. C'est le seul phoque d'eau douce. Il pèse adulte 130 kg et mesure 1,65 m. Il peut vivre 50 ans. Il n'apprécie pas l'arrivée des plongeurs qu'il a vite repérés. Les plongeurs s'équipent sans bruit. Ils vont devoir user de tout leur professionnalisme, de leur expérience et de leur ruse pour approcher les Nerpas. Pato, sur Terre, ces ballons de graisse sont agiles et vifs dans l'eau. Une si patiente attente portera-t-elle ses fruits? Les Nerpas ont des raisons d'être inquiets. Leur population d'environ 100 000 est chassée pour sa fourrure et sa graisse depuis les premiers hommes. Le gouvernement de Bouriatie autorise le prélèvement annuel de 6 000 bêtes, mais le braconnage intensif multiplie ces chiffres au moins par 2. Les Nerpas craignent les hommes et font des efforts dérisoires et puérils pour échapper à leur regard trop curieux. Même sous l'eau, leur intimité n'est pas protégée. Leurs ancêtres jouaient dans l'océan Arctique. Avec le bouleversement du climat, les phoques ont remonté le fleuve Yenisseï et l'Angara et se sont adaptés à l'eau douce. De jaune et noir, leur fourrure est devenue gris argenté. Ils rappellent incontestablement les peluches de notre enfance. L'hiver, ils se réfugient sous la glace et ménagent des trous d'aération pour respirer. Au printemps, la mère met au monde un seul bébé tout blanc, très convoité par les braconniers. Les Nerpas sont le baromètre de la santé du Baïkal. Tout en haut de la chaîne alimentaire, ils utilisent 40% de la matière vivante du lac et engloutissent 1 tonne par an de cotocoméphore, source de graisse sans cholestérol et de vitamine A.
Ils plongent jusqu'à 100 fois par nuit, quelques minutes, entre 20 et 50 mètres de profondeur, pour avaler goulûment 5 à 6 kilos de moules et d'esturgeons. À 3850 km de leur mer d'origine, les Nerpas sont les plus fiers représentants des espèces qui ont su s'adapter pour survivre. Mais pour combien de temps? Les Nerpas sont uniques au monde. Qui va les protéger? Faisant le guet sur le Zodiac, Delmotte assure la sécurité des plongeurs et les aide à s'installer. Ah, il se laisse pas approcher, hein. Ouais. Pas facile. Ouais, c'est pas facile. Aussitôt que je mets les lampes, hein, ils s'en vont. Ils ont peur de la lumière. Les bulles, tu expires, tu tiens l'apnée, dès que tu expires, ils s'en vont. Le bruit de la caméra. Ah, au déclenchement? Au déclenchement. Près des cailloux, ça va. Et puis tout d'un coup, waouh, waouh, waouh. Très difficile d'accès. À côté de ça, si tu arrives près d'un caillou, juste sur la surface, tu les vois avec leur petite moustache comme ça qui ne bouge pas. Ils te regardent, bon, puis après ils se mettent à l'eau, mais avec le temps. Reste pas. Après tant d'émotions, les Nerpas laissent partir l'équipe dans l'indifférence générale. Ulan Ude se met à l'ancre à quelques milles au sud de la rivière Selenga. Les Zodiacs de l'expédition Cousteau se dirigent vers un îlot qui abrite des milliers d'oiseaux. La meilleure façon de les surprendre étant de se transformer en poissons, les plongeurs choisissent un angle d'observation inattendu. Le goéland ne se doute pas qu'un autre palmipède lui examine la plante des palmes avec insistance. L'eau est si pure que vue d'en bas, elle n'existe pas. L'inertie thermique du lac a une influence sur les régions voisines. Elle crée un climat maritime dans un ensemble typiquement continental. D'ailleurs, Baïkal signifie la mer. Les goélands nichent dans cette île. Bien que l'odeur ne soit pas encourageante, Bernard Delmotte et François Sarano escaladent les falaises. C'est bon. Waouh. Bientôt, Bernard fait la démonstration de son talent exceptionnel à mettre en confiance les animaux sauvages. Il crée avec eux une relation spéciale, unique. Malgré son savoir-faire, François n'obtiendra pas le même résultat. La loi de la nature joue à fond, elle ne laisse aucune chance aux plus faibles. L'abondance des goélands indique l'abondance de la nourriture. Les eaux du Baïkal regorgent de vie. Les ombres et les omoules se déplacent dans l'estuaire de la Selenga en bancs serrés. Attirés par les eaux plus limoneuses du delta, ils charment les plongeurs par leurs mouvements de danse coordonnés.
Cette foison de jeunes imprudents attire certainement d'autres prédateurs que les nerpas et les goélands. Et les plongeurs découvrent vite la trace des pêcheurs professionnels. Ces immenses filets maillants sont dressés en barrage de 850 mètres de long, perpendiculairement à la côte, forçant les poissons à faire route vers de gigantesques nasses placées à leur extrémité. Mais il y a aussi la pêche à la madrague. À la surface, Sergueï, le patron de la flottille de pêche, dirige ses hommes. Didier Noireau décide d'aller filmer de l'intérieur la remontée des filets. Des deux barques, on tire simultanément jusqu'à ce que la prise se trouve rassemblée dans les derniers mètres. Didier est aux premières loges. La pêche à la madrague se pratique de fin mai à fin juillet. Le patron pêcheur gagne 600 000 roubles par mois. C'est un bon salaire ici, où la moyenne dans cette catégorie d'emploi est plutôt de 470 000 roubles. Aujourd'hui, la récolte est de 500 kilos, moins que les 750 kilos habituels. Il se souvient avec émotion de l'année où il avait réussi à pêcher 80 tonnes en 2 mois. La moitié de sa pêche part à l'usine de salaison et le reste est vendu plus cher à des clients individuels. Mais cette manne sortie du lac n'est pas inépuisable. Une des 5 sortes de moules a déjà disparu. Et on a introduit le saumon, qui risque de changer l'équilibre des systèmes. Le moule constitue le repas quotidien traditionnel des habitants du lac. Préparé avec les ressources locales d'oignons et de pommes de terre, il est considéré par les Russes comme le pain du Baïkal. Cru, salé, fumé ou bouilli, il fait la joie de l'équipe et des pêcheurs réunis. À travers la taïga montagneuse de Bouriassi, couverte d'épicéas et de mélèzes, les cavaliers partent à la rencontre des sources du Baïkal. Bernard Delmotte découvre ce qui fut le théâtre des grandes migrations. Le cheval est depuis les premières hordes le seul moyen d'affronter ce paysage chaotique. Des rives nord-est au sud-ouest, la Bouriassi entoure les 2 tiers du Baïkal, alimenté par 336 torrents d'eau pure. Il y a 80 millions d'années se trouvait ici une vaste plaine marécageuse. La pente là, ça va. On imagine les formidables bouleversements telluriques qui ont secoué le paysage, faisant se dresser les montagnes le long de la faille où se niche le lac. Ces 200 dernières années, ce sont 30 secousses majeures qui ont ébranlé la région. La Bouriassi occupe 350 000 km². C'est une terre à explorer, il y a moins d'1 habitant au kilomètre carré. Mais qui viendrait vivre ici? Autrefois, les forêts de cèdres de Sibérie couvraient ces montagnes. Les premiers habitants, les Évinx, les appelaient la fourrure du renard. Aujourd'hui, souvent, il n'y a plus ni renard ni forêt. Rasées sans précaution, elles ont laissé place à des pentes arides ravagées par les tremblements de terre, le ravinement et les différences climatiques sibériennes. Cependant, le sous-sol recèle d'immenses ressources de charbon, métaux et minéraux rares. Le cheval est depuis toujours un animal sacré à qui on doit affection et respect. Les Bouriates le considèrent comme un membre de leur famille et le même mot désigne cheval et parent. On dit que les serpents cachés sous les pierres redoutent le cheval, dont les narines crachent le feu et les sabots terrifient les forces du mal enfermées dans les rochers. On dit aussi que le cheval
est une créature céleste qui emporte les humains vers leurs rêves. Les Bouriates sont d'excellents cavaliers. Ils apprennent à monter dès l'âge de 4 ans. Leur population de 450 000 personnes reste très influencée par son origine turco-mongole. L'équipe Cousteau a enfin trouvé la rivière Kitoj, la rivière sacrée, une des sources du Baïkal. 500 ans avant Jésus-Christ, les tribus des Kourikani s'installèrent dans ces montagnes. Elles furent suivies par les Bouriates, les Mongols et les Turcs. Les croyances ont résisté aux invasions. Elles se sont même enrichies les unes les autres. Le monde est toujours représenté en 3 dimensions, mais surtout, il y a la persistance de l'éthique de l'environnement. Ne prends à la nature que ce dont tu as besoin, dit le proverbe. À l'eau des sources, on fait plein de choses, hein. En dépit de toutes les persécutions passées, le chamanisme est une réalité. Depuis le Paléolithique, on trouve de très nombreuses représentations totémiques ou zoomorphiques liées aux croyances des premiers hommes. Le grand lama Tenzin nous invite à goûter l'eau pure de la source. Especially for throat. It's a different kind. Good Also, taste. Yeah. The next one from stomach. Yeah. Also, It's warm. it's to collect some male green chara. And it's Le moulin à prière est chargé de livrer au fil de l'eau les espoirs et les dévotions des fidèles. Merit for good peace. Plus loin, sur la route du monastère, les tissus distribuent les litanies au vent de la montagne. This is, Ce lieu de culte de Bouddha a été installé en 1928 par les prêtres tibétains. Its statue of Buddha was built in 1928. 28, yeah. Saying this already who. Au début du XVIIIe siècle, venu du Tibet et de la Mongolie extérieure, s'est installé le lamaïsme, qui allie chamanisme et bouddhisme tantrique, afin de respecter les motivations et croyances des autochtones, comme l'explique le grand lama. Yeah, but in our area, shamanism and Buddhism mixed. That's possible? Yeah. Possible because in Lamaism, the local beliefs it's included in the pantheon of Buddhist deities. La Bouriatie est le centre du bouddhisme russe. On l'appelle le Petit Tibet. Il y a maintenant 26 monastères. Celui de Ivolginsk est le plus ancien. Nous sommes invités à assister à Maïdari Koural, une fête appelant au retour du 4e Bouddha. Trouver ce type de religion près du Baïkal n'est pas surprenant. Depuis toujours, ici, on pense que l'esprit habite tout ce qui existe, hommes, animaux et paysages. Et le poète Fyodor Tchoutchev écrivait « À certains, la nature a fait cadeau d'un instinct non-voyant, mais prophétique. Par lui, ils sentent, entendent les eaux jusque dans l'ombre des fonds telluriques. » À quelques encablures du Tibet, au-delà des montagnes, le souffle de Bouddha rejoint les rêves des écologistes. Quand les hommes auront trouvé l'harmonie, Bouddha reviendra sur ce cheval. Les caméras. Au cœur du Baïkal, les plongeurs de l'équipe Cousteau vont percer les mystères nocturnes des profondeurs, avec pour seul repère les lumières rassurantes de l'Ulan-Ude. Les voleurs d'images se glissent dans l'obscurité épaisse du lac endormi. Un calme anormal les attend. Se faufilant entre les éponges arborescentes, ils ont l'impression d'être observés. Bientôt, François Sarano remarque quelques poussières de vie.
Tout à coup, il repère une galaxie. Et très vite, ce nuage vivant se rue sur les lampes. Ce sont des millions de gamars. Il y a aussi des nuages d'alevins d'Omoul qui font le régal des Nerpas. Les gamars sont des petits crustacés qui constituent 90% du zooplancton du lac et sont à la base de la chaîne alimentaire du Baïkal. Ce sont eux aussi qui nettoient le lac et contribuent à la pureté de l'eau. Baïkal est aussi une nurserie pour le futur du lac. Le futur, Baïkal est menacé par la pollution. Il est la proie de la convoitise du tourisme et il risque de souffrir du manque de moyens pour remettre en état les dégâts occasionnés par l'industrialisation sauvage de sa côte sud. Pourtant, des textes ont été votés par la Douma pour le protéger. En Sibérie, terre d'errance et d'exil, se prépare le spectacle le plus fou jamais imaginé par l'homme sur cette planète. Des contractions gigantesques vont se produire pendant les millénaires qui viennent. La Terre est en train d'accoucher d'une nouvelle corne d'abondance. Car Baïkal n'est pas seulement un lac. Du Kamchatka à la Caspienne, la faille qui le cache s'élargit et se creuse chaque jour. Dans quelques millions d'années, elle séparera l'Asie en 2 continents. Baïkal est une mer en gestation devant nous. Ces réserves de vie qui nous enveloppent généreusement sont des viviers conçus pour les générations futures. Maintenant que nous le savons, il nous appartient de permettre l'arrivée à son terme de ce bébé océan si vigoureux. Merci beaucoup Merci beaucoup de votre réaction si vive, sachant que l'auteur de scénario est notre invité d'aujourd'hui, invité d'honneur, et je suis ravie de leur inviter sur cette scène à Irina Dubois, Francine Cousteau et Franck Machou. Et maintenant, c'est à Irina la parole, je lui souhaite plein de succès. Bon. Équipe Cousteau et Franck Machou, directeur des archives cinématographiques et photographiques, et encore plus, et on va en parler plus tard. On aura avec nous aujourd'hui, ça c'est confirmé pratiquement 150%, Vitaly Sytchov, expert de la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, membre honoraire du service hydrométéorologique de Russie, membre de la Société géographique russe et candidat en sciences physiques et mathématiques. Et ce qui est le plus important, c'est le vrai témoin qui a passé énormément de temps avec l'équipe Cousteau, qui connaissait Jacques-Yves Cousteau et qui va nous en parler plus tard.
Francine, donc on a vu ce magnifique film que vous avez écrit. Le scénario, c'est le vôtre. Quand j'ai fait votre connaissance, il y a quelques mois, je ne sais pas quelques semaines, aussi quelques mois, grâce à notre ami Alerisa Kaleli, qui je ne sais pas, je ne le vois pas encore dans le salle, mais je pense qu'il est peut-être sur Zoom ou ailleurs. Vous avez mentionné vos souvenirs, les relations de l'équipe Cousteau, du commandant, vous-même avec... Ça doit être nos interprètes, qu'on remercie d'ailleurs, puisque c'est... Благодарим наших переводчиков, потому что не всегда просто осуществлять синхронный перевод. И вы сохранили отношения и с командой Кусто, с родственников. И расскажите о самых важных вехах ваших взаимоотношений с командой Кусто. Вы знаете, для меня очень волнительно быть сегодня с вами. Благодарю вас за ваше присутствие и внимание, которое вы уделяете делу капитана и его воспоминаниям. Да, это фильм, это безусловно, и 25-летие Байкала, и фильм — это причина, по которой мы, безусловно, сегодня здесь и говорим об этой дате. Вы знаете, достаточно сложно рассказать о начале наших отношений с Россией. Вы знаете, Франсуа Сарано, которого мы видели в этом фильме, он глава экспедиции, который в течение 13 лет проводил около 20 экспедиций Кусто. И скажите, пожалуйста, экспедиция, насколько я знаю, должна была проводиться около Санкт-Петербурга, но ее отменили. И в итоге, правильно ли мы поняли, что эта экспедиция на Байкал оказалась его последней экспедицией? Вы знаете, да, немного поторопились. Капитан, он, конечно, хотел, капитан хотел дать дань уважения воде. И, безусловно, он мог поехать в любое другое место в России. Тем более, что в России были одни его из первых экспедиций, когда... Il avait 26 ans. Et il est tombé sous le charme pendant ce mois et demi de voyage qu'a duré cette expédition. Il a appris le russe et il en a gardé beaucoup d'émotions. Donc, il lui tardait de revenir en Russie. Le lac Baïkal a pour lui été l'endroit idéal pour nous montrer la valeur de l'eau et la route que nous devions suivre. Et c'est pour ça qu'il a choisi ce lac. Certes, c'est un lac magnifique, certes, c'est important pour la culture russe, mais aussi pour nous tous et pour les générations qui viennent de comprendre ce que signifie cette beauté naturelle qui existe encore. Justement, dans le film, je pense qu'il dit que l'eau et la vie sont liés et c'est un lien indissoluble. C'est la symphonie du monde. C'est beau comme parole. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment transmettre aux générations futures? Et j'ose demander s'il était parmi nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aurait dit au public? Alors, je dois dire qu'il a dit beaucoup de choses. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et il a dit et répété ce que nous découvrons, nous, aujourd'hui. Donc, il serait certainement, il ne serait pas surpris, mais d'un autre côté, c'est une nature courageuse et je pense qu'il aurait essayé quand même de nous aider à trouver des solutions. Sachant qu'à travers ce film, il explique aussi la complexité de la vie. Et il nous rappelle que ce n'est pas seulement en réglant un problème, par exemple celui de la pollution dans le lac,
qu'on va régler les autres problèmes. C'est en les réglant tous ensemble, en créant cette harmonie dont il a tellement parlé dans les travaux qu'il a fait justement avec l'UNESCO sur une forme d'éducation qui permet cette approche systémique et qui évite de régler les problèmes les uns à côté des autres au lieu de les régler tous ensemble. Alors, je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, mais c'est vrai que je suis attachée à ce que nous puissions nous souvenir que le commandant, ce n'est pas seulement des très belles explorations, des aventures extraordinaires, c'est aussi un homme d'une grande bonté qui a voulu nous donner un message, qui a voulu nous aider à traverser les siècles qui viennent en ayant conscience des difficultés que ça représenterait. Donc, il ne serait pas surpris, mais je crois qu'il continuera à nous aider et c'est un peu la mission qu'il nous a confiée. C'est peut-être aussi à cause de ça que nous ne faisons plus le même type de travail que nous avons fait avec lui. D'abord parce que c'était lui et c'était son œuvre, mais parce qu'il nous a appris à réfléchir sur la façon de régler des problèmes. Et c'est cette manière de faire que j'espère arriver à passer aux jeunes générations. Ça, vraiment, je l'espère, parce que c'est une façon de faire qui n'est pas encore appliquée aujourd'hui. Et que ce soit à travers les chaires d'université que nous avons créées avec l'UNESCO, que ce soit à travers la volonté de faire admettre les droits des générations futures dans le sens où lui l'avait conçu. Je pense que tout ça, c'est un ensemble qui doit donner de l'espoir à notre jeunesse. Et à condition que nous, qui avons eu le privilège de passer à travers tout ça sans en souffrir, aujourd'hui, nous prenions conscience de la nécessité d'aider la nature à retrouver son équilibre et à notre jeunesse à avoir un avenir. Quelle était son inquiétude la plus profonde, à la fin peut-être de sa vie? Alors, je dois dire que son inquiétude la plus profonde était la surpopulation. Parce qu'il se rendait bien compte des drames qui pouvaient être entraînés par la surpopulation, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour l'éducation, enfin, dans tous les domaines. Il avait conscience qu'il deviendrait difficile de donner à chaque être humain de bonnes conditions de vie. Donc, il avait anticipé tous les drames qui pourraient se produire et que nous voyons malheureusement tous les jours, quels que soient les efforts que nous fassions. Nous nous rendons bien compte que ce n'est pas la peine d'aller bien loin pour voir que sa crainte était justifiée. Parlant de la surpopulation, et dans l'une des vidéos que j'ai vues sur la société, sur le site de la Société géographique russe, dans la vidéo dont je pense M. Sytchov en parlait plus tard, il disait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de scientifiques dans les années 60, et notamment à l'Union soviétique, qui idéalisaient l'océan et qui justement prévoyaient ce problème de la surpopulation. Et il y avait des architectes qui voulaient créer des maisons sous-marines où cette idée a été abandonnée après quelques années plus tard. Mais quelques années plus tard, mais effectivement, cette idée existait et déjà, il s'agissait justement de ces problématiques qu'on vous dit on vit aujourd'hui, malheureusement. Franck, on va passer la parole à Franck. Ce qui est passionnant chez vous, vous êtes un ingénieur par formation et ça fait déjà à peu près 45 ans, voire plus, que vous avez la même passion. Et normalement, la passion dure au bout de 3 ans, c'est terminé, on sait tous. Et là, apparemment, non. Et donc, votre passion, c'est la vie et les œuvres de Jacques-Yves Cousteau. Vous êtes ingénieur, donc pour formation que j'ai dit, vous avez dédié toutes vos recherches depuis des années aux inventions
de Jacques-Yves Cousteau, et on voit ça dans tous les films, justement, ne serait-ce que le scaphandre autonome qui a été certifié par lui, les soucoupes plongeantes. J'ai découvert quelque chose d'incroyable. C'est comme si j'étais un enfant, en fait, j'ai commencé à étudier. J'imagine comment un enfant de 5 ans pourrait réagir en voyant ça à l'époque. Les caméras sous-marines, et surtout des maisons sous-marines, ça c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, l'une d'elles, vous allez me corriger, a apparu en 1965 à peu près, c'est ça. Et pourriez-vous nous en parler de ces inventions, puisqu'il était le premier avec ça? On pourrait évidemment... Vous avez du temps quand même. Là, je pense que le public, surtout les plus jeunes, sont très intéressés par ce sujet. En fait, moi, j'étais passionné par Cousteau, par ses films, comme beaucoup de gens. Je devais l'être. Franck, excusez-moi, peut-être vous rapprochez un peu parce que je crois que notre interprète ne nous entend pas très bien. Merci. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais. Oui, bon. Non, c'est pas bon. Approchez un peu plus. Approchez-vous. Ouais, vous m'entendez? Alors, en fait, comme tout le monde, j'ai regardé les films et puis j'ai rêvé de faire partie de l'équipe Cousteau. Et j'ai fait des études d'ingénieur pour ça d'ailleurs et j'ai pas pu intégrer l'équipe. Jacques-Yves Cousteau est mort, mais j'ai continué à m'intéresser au sujet et en rencontrant les anciens de l'équipe et petit à petit, comme ça, j'ai emmagasiné beaucoup d'informations sur le sujet. J'ai découvert des tas de choses complètement sous-estimées jusqu'à devenir un petit peu l'historien de Cousteau, au point d'être reconnu comme tel par Madame Cousteau elle-même. Et donc, on connaît tous le Cousteau écologiste qui a popularisé un discours très, très actuel. Et on connaît beaucoup moins l'aspect... on va dire pendant 30 ans, Cousteau a été le chef de file de la pénétration sous-marine. Il a commencé par mettre au point le scaphandre autonome en 1943. Il était à l'époque dans la Marine nationale et il faisait déjà de l'image sous-marine. Donc son premier film a été fait en apnée. Il a mis au point la première caméra pour ça. Et il connaissait les appareils de plongée qui existaient à l'époque, mais qui ne le satisfaisaient pas du tout. Donc, il se met il s'associe avec un ingénieur de l'air liquide qui ne connaît absolument pas le milieu marin ni la plongée. Et ensemble, ils mettent au point le scaphandre autonome, qui n'est pas le premier scaphandre, mais on peut dire que c'est la forme ultime qu'on connaît encore aujourd'hui. Et il va aller plus loin même, puisqu'il crée la Fédération française de plongée, il va créer la CMAS, qui est la Fédération internationale. Il crée non seulement la plongée militaire, mais la plongée de loisirs. Donc ça, c'est un aspect, on pourrait vraiment détailler plein de choses là-dessus. D'ailleurs, vous savez qui détient le record mondial de plongée libre? C'est un Français et une Russe. On va en parler après. C'est très intéressant. J'ai appris plein de choses. Et donc, l'aspect plongée sous-marine, l'invention du scaphandre autonome, c'est sans doute ce que les gens savent le mieux de Jacques-Yves Cousteau. Mais en fait, très vite, il se rend compte qu'il doit développer des caméras, des éclairages, des appareils de plongée. Et donc, il va s'entourer d'une petite équipe au début. Il va créer l'Office français de recherche sous-marine à Marseille. Alors, au début, ils sont 3 ou 4 personnes. Ils dessinent le premier caisson de caméras pour tourner Le Monde du Silence en 1955. Et puis, les 3 personnes vont devenir 5, 10, 15 personnes. Ils vont mettre au point la première soucoupe plongeante, qu'on appelle dans les films français, elle s'appelle Denise, du nom de la femme de l'ingénieur de l'époque. Celle-ci, c'est la plus connue, et qui pouvait plonger jusqu'à 350 mètres. Mais ensuite, il reçoit des commandes des scientifiques américains. Il va créer la Deep Star 4000, qui plonge à 4000 pieds, donc 1200 mètres.
Pour le gouvernement français, il va faire la SP3000 qui plonge à 3000 mètres, qui s'appelle Sienna. Il va même lancer l'Argironette, qui est le plus gros sous-marin civil au monde, qui l'achèvera pas, qui sera terminé par une autre société française. Donc, il y a tout cet aspect des sous-marins. En fait, il est le créateur des sous-marins d'exploration et qui vont essaimer. Il va y avoir une mode dans les années 60 où tous les pays, les soviétiques, les Américains, vont faire leurs propres sous-marins. Mais on peut dire que c'est lui et son équipe qui ont lancé la mode. Ça ne se limite pas à ça. Vous parliez des maisons sous-marines. Passionnant, je trouve. Alors, cette histoire. on est à une époque où Cousteau n'est pas encore... c'est un homme du début du XXe siècle. On n'imagine pas les soucis écologiques qu'on va avoir par la suite. Donc, on est à fond dans le scientisme. On croit en la science, on croit à la technologie. On est en plein rêve de Jules Verne. Et donc, lui, il pense qu'il faut aller vivre sur le fond de la mer. Et, ils vont faire une première expérience en 1962 qui s'appelle Précontinent. C'est quand même pas... C'est assez ambitieux, quoi. Le but est d'aller habiter le plateau continental, donc dans la zone des 300 mètres autour des continents, 300 mètres de profondeur. C'était à Villefranche-sur-Mer ou ailleurs? C'était en France? La première expérience a lieu à Marseille. Donc, ça se fait dans une petite maison cylindrique assez rudimentaire où 2 plongeurs vont passer une semaine à 10 mètres de profondeur. Les Américains en rêvaient aussi. La marine américaine voulait se lancer. Ça, c'est des témoignages que j'ai recueillis assez récemment. Ils avaient une telle lourdeur, ils n'arrivaient pas à monter les premières expériences que George Bond, le commandant en charge de ça dans la marine américaine, a dit à Cousteau, allez-y, vous les Français, vous avez une petite structure, vous êtes des civils. Et c'est la synergie de Cousteau, de son équipe, de sa capacité à susciter l'enthousiasme autour de lui. Avec des moyens ridicules, les gens travaillent par passion. Ils créent cette première maison en 1962, puis une deuxième, puis en 1963, c'est tout un petit village qui va être installé en mer Rouge, à Chabroumi, qui va donner lieu au film Le Monde sans soleil, où là, on a une maison à 10 mètres de profondeur, une autre à 25 mètres. On a tout un univers très... Là, on est vraiment presque dans la science-fiction, dans le rêve de Jules Verne, où on vit dans les maisons, on a les poissons qui sont derrière le hublot, on partage une vie complètement folle. Et il y a une dimension très romantique là-dedans. On n'est pas dans la technologie pure. Et donc, il va poursuivre ensuite avec Précontinent 3, qui a fait un bond important, puisque ça se fait à 100 mètres de profondeur. C'est là où ça se passe près de Villefranche-sur-Mer, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Bon, non, ça a duré 30 jours. Ça a duré 1 mois, et 1 mois avec la décompression, 1 mois à 100 mètres. Alors là, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que c'est la recherche? Est-ce que ça existe encore? Ou ça a été arrêté? Parce que j'ai jamais... Ça s'est arrêté en 1965. La maison de Précontinent 3 était même prévue pour faire Précontinent 4 à 250 mètres de profondeur. Et en fait, tout ça a été remis en cause pour des questions de coût. Il y a une société française qui s'appelait la Comex, qui a énormément travaillé dans la plongée industrielle, qui a montré que c'était plus rentable d'utiliser des ascenseurs, en fait, des toiles de plongée, que les plongeurs restent à saturation dans des caissons sur un bateau et qu'on les descende sur le site pour travailler tous les jours. Donc, Cousteau, lui, rêvait, il avait une dimension romantique importante et ça a été balayé par le pragmatisme économique, quoi. Et c'est ce qui fait que voilà, c'est des idées qui n'ont pas continué après.
Oui, effectivement, le temps de romantisme est passé, c'est sûr. Francine, je pense qu'on va passer, on va peut-être donner la parole à Vitaly, on va essayer. Constantin va me dire, ça sera un petit peu compliqué, ça ne sera pas sur Zoom, c'est ça? On va essayer de l'appeler. Vitaly, Vitaly, bonsoir, c'est Irina Dubois. On est à la Maison Russe. Vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Vitaly, vous m'entendez bien? Comme ça? Ou pas? Je vous entends, mais je ne vous entends pas très bien. J'entends très bien Constantin, mais je n'entends pas très bien Irina. Alors, Vitaly, très rapidement, on a une salle il est passionné parce que ce qu'on attend ici avec Franck et avec Francine. Merci de vous connecter et d'être parmi nous ce soir. Vous avez beaucoup de souvenirs de l'époque de la coopération franco-soviétique entre l'équipe Cousteau et vos collègues, et notamment en 1966. Et vous m'avez parlé que quand la maison sous-marine a été expérimentée en mer Noire. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience incroyable à cette époque-là? Oui, bon, merci. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, Константин Михайлович. Добрый вечер, госпожа Francine, Irina, Daria, Franck. Irina, Daria, Franck, je vous remercie beaucoup de tout ce que vous faites pour restaurer ou maintenir la mémoire des affaires, des activités de Jacques Cousteau. Son exemple des maisons sous-marines du début des années 60 nous a permis, après, en 1966, de faire la première expérience avec la maison sous-marin dans la mer Noire. Et nous avons réussi à le faire. Oui, effectivement. Les années 60, on a déjà parlé, sont les années romantiques. On a un petit peu perdu cette époque-là. Les scientifiques qui ont idéalisé en fait l'océan. C'est vrai, on n'idéalise plus rien. Ma question est la suivante. Quelle est la problématique actuelle dans l'exploration scientifique d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème principal devant les scientifiques est la sauvegarde de l'océan, la sauvegarde de la faune de l'océan. À ceci a fait appel à Jacques Cousteau dans les années 70. Les déchets nucléaires, il fallait protéger des déchets nucléaires, il fallait protéger à l'Antarctique. Puis, en Antarctique, il fallait protéger le lac Baïkal. Et ces disciplines, il a appelé les écotechnique Cousteau, et partout dans le monde, il y avait beaucoup de départements de chaires auprès de l'UNESCO qui utilisaient le système écotechnique. Et lors de la découverte de travaux et des activités de Jacques Cousteau, les étudiants ont étudié les bases de ces ouvrages. Moi aussi, j'ai traduit moi-même l'écotechnique Cousteau et j'ai enseigné selon ces programmes conjointement avec l'UNESCO et l'association Équipe Cousteau. Nous avons des documents, des traductions
des matériaux nécessaires que nous avons obtenus grâce à Francine Cousteau. Nous les avons reçus à Saint-Pétersbourg et nous avons réussi à les diffuser en Russie. Maintenant, nous continuons cette activité. De vous interrompre, vu la difficulté de notre lien. Effectivement, on va parler du programme d'écotechnie UNESCO un petit peu plus tard, également avec Francine. Vous avez mentionné dans notre conversation téléphonique il y a quelques heures que vous avez une histoire à raconter concernant le lien franco-russe, justement, puisque l'équipe de Jean-Yves Cousteau a retrouvé le bateau. Parlez-moi de ça, de Gherzen. Ça, vous connaissez l'histoire. Je pense que ce serait très intéressant pour notre public. Les épaves qui ont été retrouvées. Je crois qu'il s'agit des épaves de navires sur lesquels Cousteau a fait ses explorations en 1946. Et il y avait des personnes qui ont trouvé leur mort sur ce navire. L'un des premiers navires, des premiers bateaux, pas loin de l'île Porterol, à côté de cette île, pendant le naufrage, est tombé le bateau Île de Grâce en 1851. Et la mère d'Alexandre Herzen et son fils Nicolas, ils ont décédé lors de cet naufrage. Et cette tragédie a totalement bouleversé la vie d'Alexandre Herzen. Et Dumas, Jacques-Yves Cousteau, Philippe Taillé, ils ont fait plonger vers les épaves de ce bateau. Tous les trois, ils ont fait ces efforts pour rendre hommage donc, aux personnes qui ont... Vous êtes à Saint-Pétersbourg en ce moment et il y a une école de Cousteau à Saint-Pétersbourg. C'est bien ça? Vitaly, encore une fois, vous m'attendez là? Je vous entends pas très bien. Il y a une école de Cousteau qui porte le nom de Jacques-Yves Cousteau à Saint-Pétersbourg, dont la première directrice, vous connaissiez très, très bien. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus? Oui, avec un grand plaisir. Je vous parlerai de l'école Cousteau, l'école numéro 4. Pendant ce temps, Alla Ivanovna Yershova, directrice de l'école numéro 4 Jacques-Yves Cousteau à Saint-Pétersbourg, elle a eu l'idée de coopérer avec nous pour rendre hommage au nom de Jacques-Yves Cousteau. Elle a visité plusieurs fois Paris. Elle a fréquenté Madame Cousteau. Elle a rencontré Franck, je crois. Et en 1994, l'école a été rebaptisée l'école Jacques-Yves Cousteau. Malheureusement, Jacques-Yves Cousteau n'a pas pu venir, mais l'autre commandant de Calypso, c'est lui qui a été présent à l'inauguration de cette école lorsque c'était la cérémonie de rebaptisation de cette école. Et à l'époque, c'était l'expédition de Cousteau en 1995, à côté du lac de Ladoga. Et moi, en ce temps-là, j'ai eu la chance de rencontrer de nouveau Cousteau pour parler plus de cette exposition. Et Alla Yershova, elle a
fait connaissance avec d'autres membres de l'équipe Cousteau. Ivomer et Ala Yershova. Après, ils ont perdu avant leur mari et ils se sont mariés. Et après, Ivomer et Ala, elles ont eu une vie heureuse. Malheureusement, Ala nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ouais. Merci beaucoup, Vitaly. Effectivement, c'est très précieux, ces témoignages. On est avec nous sur Zoom également Janet Chelouchko, diplômée de l'école Cousteau, mais je pense qu'on va atteindre un petit peu, où c'est maintenant, je pense qu'on peut atteindre vers la fin de notre échange. On va demander des témoignages. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et c'était parfois le lien de connexion n'était pas bon. Et maintenant, je passe la parole à notre prochain intervenant et je tiens à vous remercier de nouveau grâce à votre intervention et nous pourrons partager avec vous l'enregistrement de cette rencontre. Pour revenir, on ne va pas s'éterniser ici, mais quand même, il y a des choses importantes à dire. Francine, parlez-nous un petit peu, très rapidement, des travaux qui ont été faits avec l'Institut Mendeleïev à Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod, vite fait, puisque ce sont les liens justement franco-russes. Alors effectivement, nous avons d'abord le commandant... Нету. Ну, нету, значит, нету. Il n'est pas... Il n'est pas... Excusez-moi. Donc, effectivement, le commandant travaille déjà... Un petit Larsen. Travaille déjà depuis longtemps avec la Russie, donc avec l'Institut Mendeleïev qui lui décernera un honoris causa quelques temps après son décès. Et puis, nous avons continué à nous intéresser à la Russie parce que cet immense pays nous permettait de probablement mieux comprendre comment pouvait fonctionner l'environnement pratiquement au niveau d'un continent. Et le travail, évidemment, auprès des instituts scientifiques nous a permis d'avancer un peu. Mais quand le commandant n'était plus là, il a fallu aussi réfléchir à la façon dont nous allions résoudre ce problème. À vrai dire, ce qui était important, c'était d'appliquer ce principe d'écotechnie que vous avez évoqué tout à l'heure. Le principe d'une approche systémique dans la résolution des problèmes liés à l'environnement. Nous avons, en travaillant avec, à l'époque, Federico Mayor, qui était à la tête de l'UNESCO, et toute une assemblée de prestigieux scientifiques, nous avons pu sortir un programme pour l'écotechnie. Quand le commandant est mort, il y avait 5 chaires d'université. La première avait été l'université libre de Bruxelles. Et lorsque j'ai créé la dernière université, nous avions 15 à ce moment-là. Et une très grande volonté d'enseigner cette façon de raisonner. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas encore de chaire, en dehors de ce que nous avons fait avec le commandant et ensuite que j'ai pu continuer avec nos équipes, il n'y a pas encore de chaire qui soit à même de mener avec force ces principes. Pour dire à quel point c'est important, c'est que nous n'avons pas été formés au départ à cette approche systémique pour la résolution des problèmes. Et c'est ça que le commandant voulait. Et de façon à avoir une grande influence immédiatement auprès des décideurs, il voulait que cette année, pendant laquelle on apprendrait ce qu'était l'écotechnie, s'adresse aux jeunes gens
doctorat, de façon à ce que pendant un an, ils apprennent cette discipline et ensuite soient capables d'aider des décideurs à l'appliquer. Bon, ça c'est à un moment, disons que les ressources ont été difficiles à trouver pour s'assurer que ces universités pourraient fonctionner, mais nous n'avons pas abandonné. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette approche est nécessaire. La résolution des problèmes d'environnement peut se faire qu'en abordant ces problèmes d'écologie, d'économie, technologie et sciences humaines ensemble. Et nous sommes prêts, évidemment, à relancer non seulement les chaires d'université qui existent déjà, mais on en crée de nouvelles, de façon à ce que les meilleures décisions possibles soient prises pour donner une pérennité aux décisions concernant l'environnement. Donc voilà pourquoi nous sommes effectivement rapprochés des écoles et des universités russes, dans lesquelles j'espère bien que nous pourrons bientôt relancer nos chaires d'université. Justement, ça serait peut-être la dernière question concernant les futurs projets. Извините, просто, а вы не хотите Джанетту все-таки? Oui, bien sûr, on va passer la parole. И он пытался войти, но просто мы прошли немножко дальше. Давайте попробуем. Еще раз Джанетту Шулешко взять слово. Джанет, вы нас слышите? Janet, vous nous entendez? J'ai vu que vous étiez là tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez allumer le micro? On va vous poser quelques questions. Janet Chelouchko. Et voilà. Si vous pouvez aussi allumer la caméra, ça serait parfait, mais sinon, ça marche aussi. Oui, je vais le faire. Je vois que c'est l'organisateur qui ne me permet pas en fait d'allumer la caméra. Alors, vous y êtes presque. On voit votre nom, prénom en grandes lettres. On vous entend. C'est déjà la moitié du succès. Alors, voilà la caméra. Bonjour. Bonsoir à tous. Vous êtes diplômé de l'école Cousteau de Saint-Pétersbourg. Est-ce que vous pouvez témoigner et dire-nous quelque chose? Justement, vous êtes en face de Francine Cousteau. Vous avez, j'imagine, des choses à dire. Oui, bonsoir, bonsoir Francine. Je me souviens très bien du moment où notre école, qui a été à l'époque dirigée par Alla Ivanovna, donc l'école a accueilli l'équipe Cousteau. Moi-même, j'étais en troisième grade, troisième classe, et donc tous les élèves, on nous a rassemblés dans une grande salle de fête. C'était une inauguration. En fait, c'était le premier fois qu'on a entendu le mot inauguration. Cela voulait dire que notre école a été justement rebaptisée École Cousteau. Et moi, en 1994, j'étais choisie parmi les meilleurs élèves pour assister à cette cérémonie. La salle était pleine. Bien sûr, on savait, Jacques Cousteau, on le connaissait d'après ses films, on le cherchait parce qu'on le connaissait de visage. On essayait de le retrouver parmi les Français, les hommes français adultes. Bon, on n'a pas pu le retrouver, mais on murmurait dans les coins qui c'étaient ces gens, quelles aventures ils ont vécues. En tout cas, l'événement était très solennel. Je me souviens qu'après, un élève a dessiné un emblème qui est toujours utilisé dans notre école. C'est un petit dauphin avec une portefeuille, avec un carton. Et on a même composé un hymne qu'on chante toujours d'ailleurs. Et juste après, à part une étude approfondie de la langue française, il y a eu aussi des leçons d'écologie qui ont été lancées. C'est quelque chose qui était vraiment très neuf pour les écoles russes. Ça n'existait pas. On a commencé à partir en randonnée pour prendre des échantillons de l'eau. Donc, on se sentait concerné, impliqué en quelque sorte dans le travail de Cousteau. Et ça a beaucoup influé ma vie, à part mon amitié avec Alla Ivanovna, puis ma connaissance avec Yves Omer. Moi aussi, je fais aussi de la plongée ensemble avec mon mari, en fait. Donc,
toute cette histoire, elle est bien vivante. Et parmi ceux qui ont été diplômés de cette école et qui ont assisté à cette inauguration, qui ont eu cet honneur, c'est vivant, c'est toujours présent dans nos vies. Merci beaucoup, Jeannette. Vraiment, je pense que ça fait un énorme plaisir à Francine. Oui. Voir que finalement, il y a la suite, il y a une évolution. On a parlé des relations franco-soviétiques et là, on est dans les relations franco-russes existantes. C'est ça la vraie diplomatie, en fait. Jacques-Yves Cousteau faisait de la diplomatie. Ça, c'est évident. Avant de passer peut-être la parole au public, s'il y a des questions, j'imagine, dans le public, je vais juste demander et poser la dernière question pour le futur. Est-ce qu'il y a des choses que vous envisagez dans le futur proche avec la Russie, peut-être pas seulement avec la Russie, avec d'autres pays? Qu'est-ce que vous voudrez faire avec les Russes, puisque les liens sont forts, les liens scientifiques sont forts. Justement, on a entendu votre collègue de Saint-Pétersbourg, Moscou, Nijni Novgorod. Dites-nous rapidement ce qui vous passionne en ce moment. J'insisterai sur l'éducation, sur continuer ce qu'a décrit tout à l'heure notre interlocutrice. Elle a parlé de l'école et des cours qui étaient des cours d'écologie. En fait, l'enseignement est indispensable pour que les élèves grandissent avec une connaissance et un respect du monde qui les entoure. Donc, d'une part, développer tout ce qui va toucher à l'enseignement. Et j'assisterai aussi, je ne vais pas vous parler de pollution, parce que ce n'est pas que ce soit négligeable, bien au contraire. Mais il faut construire, pour faire le château fort, il faut construire les bases. Et il faut d'abord donner l'instruction et en même temps donner l'espoir à travers la création. Et là, je pense que la jeunesse est pleine d'idées. Il faut lui donner la parole pour qu'elle exprime comment elle ressent la vie et comment dire, le monde dans lequel elle vit. Et je crois que pour nous, donc, faire tout ce que nous pouvons pour favoriser l'éducation, que ce soit pour les plus petits ou avec un programme que nous avons déjà, qui est Cousteau Junior, qui est Cousteau Kids, qui se développe, mais pas que ça. En France ou dans le monde, ce programme? Ce programme-là, bon, il s'est développé principalement aux États-Unis parce qu'ils ont été peut-être plus favorisés pour pouvoir le développer. Non pas que les autres ne souhaitent pas l'avoir. Donc moi, je souhaite le développer le plus possible pour apporter ces connaissances et cet émerveillement. Parce qu'à travers l'éducation, on apporte l'émerveillement. Alors, ça, et puis, entre nous, essayer de trouver des moyens de réflexion qui dépassent largement les discussions qui ont lieu actuellement et ces dernières années dans ces grandes réunions internationales où on parle beaucoup, chacun fait ce qu'il peut, mais au bout du compte, on ne voit pas arriver des résultats que l'on souhaiterait avoir. Donc, il faut réfléchir à ça. Il faut se réunir pour comprendre comment on va s'y prendre, pour commencer à régler les problèmes. Or, on a parlé tout à l'heure du problème de surpopulation, mais évidemment, je n'ai pas parlé du problème de l'eau. Or, c'est le problème essentiel. Il faut comprendre que dans la géographie, d'abord, ce qui compte, c'est de comprendre les réseaux aquatiques. De quoi sont-ils constitués? Comment fonctionnent-ils? Où sont leurs problèmes? Et ceci en faisant fi des frontières. Parce que les frontières politiques n'arrêtent pas le flot de l'eau. Donc, il faut comprendre ça pour régler donc, des grands problèmes qui s'étendent quelquefois sur un continent entier et arriver à nettoyer cette eau depuis la source jusqu'au rivage. Ça, c'est essentiel. Pour y arriver, il faut trouver des continents, je dirais, qui sont motivés au niveau des chefs d'État.
qui ait vraiment envie de faire fi des problèmes qu'ils ont, mais que sur celui-là, ils trouvent un accord. Et si on trouve un accord sur l'eau, je crois qu'on aura fait du bon travail. C'est un vrai défi du XXIe siècle. Oui, défi. Mais le problème des frontières est gravissime, parce que l'eau ignore les frontières, comme l'air ignore les frontières. Donc, il faut revenir aux cartes, regarder la façon dont est distribuée l'eau et partir de là pour arriver à nettoyer tout ça. C'est faisable. Techniquement, nous savons le faire. Financièrement, il y a sûrement l'argent pour le faire, mais politiquement, ce n'est pas sûr. Donc, il faut arriver à transformer ça et à faire admettre que notre vie n'aura pas d'avenir si nous n'avons plus d'eau. Bien sûr, j'espère que les scientifiques russes et les scientifiques français attendent les paroles de Francine Cousteau. Effectivement, c'est notre futur et les scientifiques doivent travailler. Malheureusement, je pense que sans les politiques, c'est impossible en ce moment. Mais les scientifiques d'abord, vous avez raison. Là, je pense qu'il y a peut-être des questions dans la salle. Voilà. Donc, monsieur. Attendez, je donne le micro, parce que nous avons l'invitation. Et en attendant, je veux prévenir ceux qui nous regardent en net, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat, quand vous voulez. Bon, je crois qu'il faut vraiment tous vous remercier pour à la fois le film superbe, merveilleux. J'ai vu Le Monde du silence, j'étais très petit, hein, j'avais 5 ans, et donc épouvant. Bon, on pourrait discuter toute la nuit de ces problèmes. La question que j'aimerais poser à Mme Francine, quelle était l'attitude du commandant vis-à-vis de l'exploitation des ressources? Parce qu'il y a le côté scientifique, il y a le côté tourisme, l'eau. Par exemple, il y a 2 jours dans Le Monde, en disant l'Arctique, j'ai vécu à Mourmansk, je connais un petit peu, on veut trouver du cobalt, on veut trouver des tas de choses. Alors, il y en a qui veulent trouver ça dans les planètes et d'autres sous l'eau. C'est les fameux nodules. Mais beaucoup de scientifiques disent, si on ne fait pas d'études d'impact, on va abîmer le sol, qui lui ne se renouvelle pas, le sol sous-marin, bien sûr. Voilà une attitude très importante, puisque effectivement, vous allez très bien, quand la planète aura 11 milliards, qu'on ne va plus développer le pétrole et le gaz, est déjà là, donc on va chercher du lithium, du cobalt, des choses très rares qu'on ne trouve pas sur la Terre, et on va le trouver dans l'eau. Et là, ça pose un problème de viabilité, d'étude d'impact. On n'a peut-être pas les moyens et on va assister à une course, évidemment, je ne dirais pas au profit, mais à trouver des matières premières, et on n'aura pas fait cette étude globale. Est-ce que le commandant lui-même, dans son côté visionnaire, avait déjà vu les choses? Quelles étaient déjà ses prescriptions? Et vous, les dignes continuateurs, qu'est-ce que vous pouvez avertir la communauté internationale en disant oui, c'est légitime de chercher, mais attention, faites ceci, faites cela. Voilà une étude qui devrait être poursuivie dans les universités. C'est extrêmement vital parce qu'on est au début de ceci. Et si on ne prend pas les précautions, on va détruire quelque chose. Et donc, il faut trouver des voies, une coopération, une voie très importante. Encore une fois, merci pour cette merveilleuse soirée. Je vous remercie. Je peux répondre à ça rapidement. Je me souviens, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, du retour du commandant. Il rentrait de Californie et il a ramené un nodule qu'il n'était pas allé chercher lui, mais qu'on lui avait remis au cours d'une discussion qu'il avait eue avec d'autres scientifiques. En rentrant, il nous a expliqué ce que ça représentait en effort pour aller chercher des nodules, c'est-à-dire aller exploiter sous la mer. Il m'a dit, mais c'est de la folie furieuse parce que ça va coûter beaucoup plus cher que n'importe quoi d'autre et on va tout saccager. Voilà exactement ce qu'il en pensait. Je ne pense pas qu'il aurait changé d'avis depuis. Et j'ai gardé cet objet précieux qu'il a ramené et quand je le regarde, je me dis, le fond de nos océans est couvert, par endroits ou peut-être partout, je ne suis pas qualifiée pour le dire, de ces nodules. Ils sont utiles et nous allons les prendre à un prix inimaginable
alors que nous allons peut-être, en investissant davantage dans la recherche, nous allons peut-être trouver d'autres moyens que l'usage de ces terres rares, qui aujourd'hui sont effectivement un vrai problème. Enfin, je peux vous garantir qu'il n'aurait pas été pour. Ça, j'en suis certaine. Merci. La question suivante, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Alain Pétrement. Je suis avec mon épouse Irina Tironova, donc c'est pour vous expliquer les liens forts qui existent entre la Russie et la France. Je voulais parler aussi donc, du Baïkal. L'année dernière, c'était une année Covid et donc j'ai été confiné bien volontairement en Russie. Je remercie d'ailleurs Tatiana Golikova, la Première ministre, qui m'a permis de faire les allers-retours entre la France et la Russie. On est allé 4 fois au lac Baïkal. Nous sommes allés en février découvrir la surface du lac Baïkal gelé. On est allé au mois de mars plonger sous la glace. Nous y sommes allés en mai pour découvrir les bords du Baïkal en été. C'est absolument magnifique. La nature, la faune, la flore sont très, très beaux. Et on a aussi fait avec des amis pour revenir donc à l'eau et aux relations internationales, la traversée du lac Baïkal à la nage. Donc sans combinaison. Vous avez dit la température de l'eau, elle est entre 5 et 10 degrés. Ces personnes-là ont traversé le Baïkal sans combinaison. Donc, ça représente 120 km. Donc, on est parti enfin, ils sont partis. Moi, j'étais dans le bateau support, et mon épouse en tant que médecin. Donc, on est parti sur la traversée. Donc, il y a 50 km de Vidrino, c'est la ville la plus au sud du Baïkal, jusqu'à Litsvianka, qui est l'embouchure de la rivière Angara, où le Baïkal se déverse pour aller rejoindre le Yenisei et la mer. Et donc, cette traversée, elle a été effectuée, ils ont fait les 50 premiers kilomètres. Et les 50 premiers kilomètres donc, de la traversée, après la rivière Angara a décidé autrement. Elle s'est couverte de brouillard. Et donc, l'épreuve a été arrêtée en accord avec les autorités et les gens qui enregistraient cette traversée. Il y avait donc pour faire cette traversée 8 nageurs de 8 pays différents. Donc d'Afrique du Sud, un nageur d'Afrique du Sud, un Italien, un Français, un Marocain, un nageur de Guernesey, un Russe, et j'oublie, et Maroc. Ils ont tous survécu? Ils ont tous survécu. C'est alors c'est des et puis une américaine, excusez-moi, c'est Jamie, qui est très connue, voilà. Et donc cette épreuve, le gouverneur de la région d'Irkoutsk nous a donné son accord pour recommencer cette année. Donc cette année le 8 et 9 août, on refait cette épreuve de traversée du lac Baïkal, donc plus la descente de la rivière Angara jusqu'à Irkoutsk, ça fait 120 km à la nage en relais. Et il y aura 15 nations. Francine et Franck Exactement, à se joindre à vous, c'est ça la question. Et le but de cette nage, de cette traversée, c'est justement d'attirer l'attention sur la protection de l'environnement, la protection de l'eau. Voilà. Et donc, c'est les mêmes objectifs. Hein, et je voudrais aussi témoigner que les personnes qui vivent à Irkoutsk, qui vivent sur les bords du lac Baïkal, sont très concernées par le lac lui-même et sont très protecteurs de l'environnement. Il y a des poussées d'industrialisation qui viennent d'ailleurs pour industrialiser la région. Et les gens se motivent fortement pour combattre tout ça. Et par exemple, l'électricité est produite par un barrage sur la rivière. Et il n'y a pas
de chauffage autre que l'utilisation des ressources de la rivière, etc. Donc, voilà. Donc, c'est pour donner cette dimension-là. Merci de votre témoignage. Est-ce qu'on a d'autres questions? Если можно, я добавлю по-русски пару слов. Огромное спасибо вам за то, что Bon, je tiens à vous remercier de nous avoir fait découvrir, même il y a 30 ans, le lac Baïkal pour le monde. Et moi, je souhaiterais prendre la responsabilité pour vous inviter sur le lac Baïkal parce qu'il est toujours si beau, si pur et il vous attend. Je crois que nous pourrons faire des expéditions là-bas à plusieurs reprises et nous serons ravis de vous voir. Si vous pouvez nous rejoindre à notre association de la nage en hiver ou peut-être on va organiser un nouveau projet parce que vous voyez à Irkoutsk, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par plusieurs programmes écologiques, y compris par la sauvegarde de lac Baïkal si pure comme elle est. Avant de continuer, je tiens à poser les questions à notre public dans la téléconférence Zoom. Si vous avez des questions, nous serons ravis de prendre quelques questions dans le chat. Et à refaire quelque chose. Oui, bien sûr. Si c'est en hiver, je mettrai quand même une bonne combinaison. mais oui, bien sûr. Je voulais dire aussi que certes, il y a des cas de pollution de par le monde qui sont dramatiques. Mais dans le cas du Baïkal, il ne faut pas non plus se désespérer. Il y a des solutions pour régler le problème et tout en permettant à l'industrie de faire son travail, mais à le faire dans des conditions qui ne soient pas celles qu'on a connues il y a 50 ans ou 100 ans. Je crois qu'il faut faire quand même un peu confiance à nos capacités de par le monde de produire certains, là c'est du papier, je pense qu'on parle du problème du papier sur la pollution du Baïkal. Bon, il y a certainement des moyens de revoir la façon dont cette production se fait, de façon à ce qu'elle puisse se faire et que aussi on règle le problème de la pollution. Ça, c'est le commandant a toujours encouragé à ce que nous essayions non pas de bannir les choses sans avoir de solution pour les remplacer. Je crois qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels il y a des solutions pour remplacer, mais les investissements traînent. Donc, c'est des points sur lesquels il faut réfléchir. Il y a des cas de pollution qui sont graves et qu'on ne sait pas régler, mais il y en a quand même beaucoup qu'on pourrait régler. Voilà, et c'est ce genre de travail qu'il faut approcher avec beaucoup de diplomatie et en même temps en permettant de garder confiance aux gens parce que la production est parfois et non seulement un résultat tangible, mais pour la population, c'est un emploi, c'est un salaire, c'est s'occuper de sa famille. Donc, il faut penser aux deux, mais quelque part entre les deux, quelqu'un doit investir. Donc, c'est là que se trouve la difficulté, à mon sens, surtout dans le cas du Baïkal. Il ne faut pas abîmer. Bien sûr, c'est le défi socio-économique. Oui, c'est le défi. Même en dehors de l'écologie. Mais bien sûr. Et cette volonté de faire propre est considérable. Les gens, quand ils comprennent l'économie qu'ils réalisent après avoir fait propre, la qualité des produits et pour la population, à quel point sur l'impact sur leur santé, tout ça, c'est un ensemble. Et je crois qu'il faut être raisonnable avec nos besoins en matière de production, mais il ne faut pas dire non à tout. Il faut d'abord voir s'il y a des solutions, et puis s'il n'y en a pas, il faut chercher, parce qu'à force de chercher, on trouve. Et donc, il faut rester optimiste en se disant,
essayons de maintenir ce que nous avons, que ça devienne aussi pérenne. La quantité de choses qu'on jette, on n'en parle plus. On peut aujourd'hui changer tout ça. Et moi, j'y crois. Je pense que ça sera beaucoup plus efficace que de menacer si vous faites ceci, si vous faites cela. Non. La solution, ce n'est pas de menacer les gens. La solution, c'est de les amener à réfléchir et à participer. Parce que chaque personne peut apporter quelque chose. Merci Francine. Soyons effectivement positifs. Franck, vous êtes déjà allé en Russie? Non. Bon, donc Francine, n'oubliez pas de prendre Franck l'année prochaine avec vous en hiver. En hiver. Par contre. C'est sur Baïkal. Vraiment une vraie expérience franco-russe. Est-ce qu'il y a des questions sur Zoom? Sinon, on va passer, donc on va peut-être encore une ou deux questions dans la salle. Et avant que vous partiez, c'est important, il y a une exposition parce que Francine, il a amené beaucoup d'objets personnels, bah beaucoup, mais quand même assez, d'objets personnels, et Franck aussi, et des photos inédites. Donc, avant de partir, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la salle à côté. Voilà. Et on a des questions sur Zoom ou pas? Non, pas. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Tout le monde dort? Non, on se réveille un peu là. Non, mais oui, on a une petite surprise. On va en finir par les surprises préparées par Franck et Francine. Merci beaucoup. Donc, je remercie tout le monde ici présent à la Maison Russe. Bon, je vais quand même prêcher ma paroisse. Le dialogue franco-russe, c'est 120 minutes Champs-Élysées. Je suis là, je vous attends pour des questions autres que la géographie, c'est-à-dire la politique, justement, un peu d'économie et même la culture. Ici, on est un peu... je la fais un peu un petit peu. Donc, je vous attends notamment le 8 décembre prochain au sujet de l'Afrique et les relations, la Russie, l'Afrique, la France. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et à très bientôt. Je tiens à remercier tous nos participants. Merci beaucoup, chère Francine. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Madame Dubois. C'était une soirée très intéressante, bien diversifiée. Je vous prie de tenir en mémoire l'itinéraire vers notre maison russe. Je tiens à vous remercier. Au revoir.